Toujours le même plaisir et le même enthousiasme au moment de vous retrouver pour parler de sport. Notre passion commune sur les antennes de la télévision, 100% information. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir monsieur. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à votre émission Sport Zone. De quoi nous allons parler ce soir? C'est la réponse est dans le sommaire signé pour vous, la voix suave, la voix unique de Sarah Annick Yamiogo. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Le premier numéro de l'année 2025 de votre émission va s'intéresser aux défis de l'année au sein du monde sportif burkinabé. Chan, Cannes, Tour du Faso, les sportifs burkinabés sont attendus sur plusieurs fronts. Analyse et décryptage en début d'émission. En guise de cadeau de nouvel an, on vous offre les analyses du néo-retraité Adama Guira. Très peu bavard, l'ex-international burkinabé nous parle ce soir de sa fin de carrière et sa reconversion. Allez, le plateau de ce soir, on a avec nous donc Bassalia Stéphane Ouattara. Bonsoir, bonne année à toi et bienvenue. Bonsoir Sangaré, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à toutes nos téléspectatrices. Bonne et heureuse année 2025 à tout le monde. Allez, on a également Juste Ephraim Zio, l'homme de Ouagadougou, qui est là avec nous ce soir, l'homme de Nouakchott, l'homme de Lomé et de plusieurs autres stades d'Afrique. Bonne année, juste et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs de Burkina Info et encore bonne et heureuse année 2025, surtout pour tous les sportifs burkinabés. Notre invité de ce soir est la force tranquille du football burkinabé. Adama Guira nous fait le plaisir de nous rendre visite pour ce premier numéro de l'année 2025. Plus de 53 sélections à son actif, plus de 14 années passées au sein de l'équipe nationale du Burkina Faso, plus de 14 clubs parcourus de par le monde. À Bobo Dioulasso avec le RCB ou encore en France, en passant par Danemark, même la Chine a connu donc le talent de notre invité de ce soir, Adama Guira. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mamad, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Vous avez mis fin à votre carrière internationale en fin d'année 2024. Oui, quelques mois avant 2025. Avant 2025. Oui. Eh bien, on aura l'immense plaisir donc de fêter quelques pages de votre carrière et donner des conseils aux jeunes frères au cours de ce numéro. D'ailleurs, on va faire un petit bilan quand même avant de parler des perspectives pour 2025. On va faire un petit bilan de 2024 juste après cette présentation en images de notre invité de ce soir. La force tranquille, Adama Guira est donc avec nous, vous l'aurez remarqué, détermination, courage, un monsieur qui est généreux dans l'effort sur le terrain, un monsieur qui parle très peu mais qui fait parler plutôt son talent au profit donc des équipes dans lesquelles donc il est passé, au profit également de l'équipe nationale de Burkina Faso. Vous êtes avec les Étalons depuis 2010 et vous avez décidé, comme vous l'avez dit, quelques mois avant 2025, donc de mettre fin à votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui, après, on va dire, un peu de temps de recul quand même avant et après cette annonce? Bon, disons que j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que ça a été un long voyage, voilà, avec des hauts et des bas. De bons souvenirs, bon, comme de mauvais aussi, ça fait partie de la vie. Et je me considère aujourd'hui comme un homme assez enrichi sur beaucoup de plans. J'ai pu faire carrière dans ce que je voulais, dans ce qu'est le football. Donc, je dirais que j'ai été un privilégié parce que faire de sa passion
son travail, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai eu la chance de faire cela. Je ne peux pas me plaindre. Donc j'ai eu plus de 10 années sur le terrain. Et chaque chose qui commence a une fin. Donc je dirais que c'est tout naturellement que j'ai décidé à un moment donné et voilà, de mettre fin à cette carrière footballistique. Et voilà, grosso modo, il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà, je suis très heureux. Et c'est sans regret, c'est vrai, avec toujours un petit goût amer. À quel niveau? Bon, je dirais que bon, peut-être que j'ai arrêté sur cette blessure, alors que j'aurais, même si c'était annoncé que je ne jouerais plus avec la sélection, mais je voulais quand même terminer sur une bonne note. Voilà, une meilleure note étant sur le terrain. Alors, Adama Guira, une émission ne suffit pas pour parler donc, du parcours de Adama Guira. On va juste s'arrêter sur l'année qui s'achève, l'année 2024. Quel bilan vous faites de cette année? Surtout avec vous qui avez d'abord mis fin à votre carrière, qui avez connu une blessure au cours de l'année. Qu'est-ce que vous retenez grosso modo sur le plan personnel et sur le plan collectif avec l'équipe nationale ou en club? Bon, je dirais que l'année 2024, pour moi, a été de janvier à maintenant, ça fait pratiquement une année que je me suis blessé. C'était en janvier à la CAN, donc c'était une blessure assez longue. Je dirais que j'ai passé l'année 2024 blessé. Donc j'ai pratiquement suivi tous les matchs à la télé. Et un peu aussi, j'ai fait un peu le tour parce que j'avais plus de temps. Je suivais les matchs dans le stade. C'était plus une convalescence que quelque chose d'autre, qu'une année sportive. Donc je ne dirais pas que l'année 2024 a été une année sportivement assez riche pour moi, mais j'ai profité de cela aussi, de cette période-là, pour faire autre chose. Voilà, pour apprendre, pour me former. Donc, je dirais que j'ai découvert autre chose. J'ai beaucoup lu. J'avais des livres que j'achetais peut-être tout le temps et je lisais et je me suis dit, ah bon, ce n'est pas que dans le football qu'on peut quand même voilà, qu'on peut se sentir heureux. Okay. Donc j'ai su que bon, il y avait autre chose au-delà du foot et je dirais que cette annonce de fin de carrière n'a pas été un choc. Je dirais même que je l'ai un peu précipité pour essayer de passer à autre chose, de redécouvrir quelque chose d'autre. Et j'ai découvert en moi d'autres potentiels que j'aimerais aussi essayer d'exploiter maintenant. On va parler de ces potentiels-là. Déjà, 2024, c'était également une année de Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous étiez avec les étalons. Vous êtes sorti blessé, c'est vrai, mais vous avez suivi le reste de la CAN. Les étalons sont arrêtés en huitième de finale. Grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la participation des étalons? Qu'est-ce qui nous a manqué? Bon, moi, je dirais que d'abord, personnellement, je pense que j'ai fait la meilleure préparation, pour moi personnellement, d'une Coupe d'Afrique de toute ma carrière. Parce que déjà, j'ai eu une pré-préparation. Voilà, quand je suis venu, voilà, il s'agit de te préparer avant la préparation, puisque nous sommes allés, une préparation personnelle. Nous sommes allés à Dubaï pour faire la préparation et moi, je m'étais préparé avant. Voilà, avant cette préparation. Donc, je suis arrivé à cette préparation déjà prêt. Voilà, donc, parce que là, on n'avait pas beaucoup de temps. C'était les matchs amicaux, on a joué en Iran et contre le Congo aussi. Moi, je me sentais déjà prêt. Donc, voilà pour la CAN. Donc, après le match de la Mauritanie, je voyais que physiquement, j'étais là, j'étais bien. Donc, je pensais que ça allait être peut-être ma CAN, personnellement. Et bon, malheureusement, on ne prévoit pas. Bon, j'ai eu cette rupture du tendon d'Achille, donc, qui a mis fin à tout. Mais globalement, je dirais que l'équipe a eu une préparation un peu en dents de scie. Les joueurs n'étaient pas... Il y avait beaucoup de blessés aussi déjà. Hein. Je me rappelle, Dango n'était pas au mieux de sa forme. Bertrand n'était pas là dans la préparation. Issa n'a pas fait les préparations avec nous à Dubaï. Donc, il y a eu quelques petits problèmes. Voilà, mais à partir du match de la Mauritanie, le groupe a commencé à se former, à se mettre en place. Je pense que
Et on a commencé à récupérer aussi les blessés. Et après avoir gagné ce premier match, l'équipe a commencé à avoir de la confiance. On s'est qualifié. Bon, un peu difficilement, je dirais. Et après, il y a eu le Mali, un morceau assez costaud. Moi, je considérais le Mali à cette CAN comme l'une des favorites pour remporter la Coupe d'Afrique. Et c'est vrai que voilà, quand tu vas à une CAN, une équipe comme le Burkina, tu dois être capable de défier n'importe quel adversaire. Ça, c'est vrai. Mais, bon, après, je suis rentré. Je pense que ça a aussi impacté sur le moral des joueurs. Voilà, j'étais très proche d'eux. On était une famille. Ça a un peu gêné. On a appris également qu'il y avait beaucoup de bruit au sein des vestiaires pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous avez vécu tout cela? Est-ce que ça a pu impacter également la performance des salons? Il y avait d'abord eu cette affaire de Kokolonda qui avait fait jaser. Après, on a vu l'absence de Adama Guira. On avait eu des voix qui sont montées sur le créneau pour dire que ça a été mal géré par la fédération. Comment vous avez vécu tout cela? Est-ce que ça a impacté également la CAN des salons? Pour moi, généralement, j'aime parler que du sportif. Voilà. Mais est-ce que l'extra sportif souvent ne justifie pas, en tout cas Zio nous l'a dit souvent, hein, que ce qui se passe hors du terrain peut impacter ce qui s'est passé sur le terrain. Zio, c'est votre avis ou pas? Oh, je pense que peut-être que Adama ne veut pas trahir un peu les secrets des vestiaires. Comme on a coutume de le dire, tout ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Mais bon, à un moment donné, c'était devenu des secrets de polichinelle avec la succession des événements. Mais ce que, pour rebondir par rapport à ce que Sangaré a dit, est-ce que l'extra sportif, la question des primes qui est intervenue, est-ce que tout ça, c'est pas aussi des facteurs qui ont contribué à ce que les étalons soient contre-performants à Abidjan? Bon, moi, d'abord, la question des primes et autres, peut-être ça s'est passé quand j'étais déjà parti pour les soins, déjà en Espagne, ça c'est vrai. Mais je pense qu'un sportif, déjà ce groupe de 23 joueurs, c'était tous des professionnels. Un joueur professionnel qui, même si c'est vrai que ça discute des conditions, des primes, comme vous avez dit, ça c'est tout à fait normal. C'est des trucs qui s'établissent avant. Mais dès que tu rentres sur un terrain, tu ne peux plus penser à ça. C'est impossible. Ça ne peut pas impacter sur ta performance. Tu ne peux pas... Ça, c'est individuellement. Mais est-ce que collectivement, ça n'impacte pas? Bon... Parce qu'on a appris que d'abord, il y avait des problèmes autour de l'habit qu'il fallait porter pour arriver du côté d'Abidjan. C'était un peu avant la CAN, un peu avant d'arriver à la CAN. Bon, je comprends un peu parce que le public sportif burkinabé, avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, bon, je vois que les gens, ils étaient sur les réseaux sociaux, ils voyaient par exemple la Guinée qui arrive en Kokodonda, non, en tenue, dans leur habit traditionnel, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc les nôtres aussi avaient envie de voir leur équipe Fagnon sortir quelque chose. C'est tout à fait normal. Mais nous, souvent, c'est ce que les gens doivent comprendre. Souvent, nous ne sommes pas dans cette même dynamique que les autres. Voilà. Souvent, en fait, les joueurs, c'est une chose. Et l'équipe le public, c'est autre chose. Et il y a aussi les dirigeants. Ça, c'est autre chose. Souvent, on suit certaines décisions des dirigeants. Mais est-ce que le c'était quoi? C'est vous qui avez refusé? C'est les dirigeants ou c'est... En tout cas, ce n'est pas le public. Bon, franchement, je ne saurais dire exactement ce qui s'est passé. Parce que déjà, quand on est arrivé à Dubaï, comme je vous disais, il y a eu des problèmes de mesure, puisque les joueurs ne finissent pas au même moment leur championnat. C'est tout à fait logique. Même certains joueurs d'autres pays sont arrivés en retard à la CAN. Voilà, vous venez un peu, c'est difficile, les championnats finissent de manière décalée. Donc c'était très très compliqué de prendre les mesures de tout le monde. Il y a certains même qui ont fait leurs mesures, ils ont envoyé, donc le tailleur, qui ne correspondait pas. Il y a d'autres qui ont porté des pantalons qui étaient vraiment, c'était impossible de porter. Il y a des chemises qui n'allaient pas. Donc il n'y avait pas de mauvaise volonté? Non, aucune. Bon, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Il y avait vraiment. Donc,
à un moment donné, on s'est dit, bon, puisque d'autres même n'étaient pas là. Bon, je me rappelle qu'Issa, par exemple, la région, le groupe en Côte d'Ivoire, d'autres n'étaient pas là. Bon, c'était un peu peut-être bizarre que d'autres arrivent en Cocodonda et que d'autres n'avaient pas les tenues ou que d'autres n'avaient pas les mesures qu'il fallait. Ce qui veut dire que la CAN n'a pas été bien préparée. Même si vous dites que vous avez personnellement bien préparé, on a l'impression que de façon globale, la sélection, on va dire la sélection, parce que la sélection, c'est également les dirigeants, en plus des joueurs. On a l'impression que cette CAN n'avait pas assez été bien préparée. Bon, je ne dirais pas n'avait pas assez été bien préparé. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, et je vous disais au début, en fait, dans ces trucs-là, le sportif qui doit primer. Okay. On doit faire tout pour que les joueurs arrivent en bonne condition physique, mentale et technico-tactique pour aborder la compétition. Tous ces facteurs qui sont autour là doivent impacter le moins possible le groupe, les joueurs. Donc ces questions d'esthétique, moi je les considère comme des questions d'esthétique. Je me rappelle, au premier match, dans les vestiaires, il y avait encore, on est arrivé, les gens étaient en Cocodonta et tout, on est arrivé, mais il y avait encore ce bruit tout autour de trucs, voilà, vous sortez et faire la reconnaissance de la pelouse, en Cocodonta, aller avec les tenues d'abord avant de revenir sur la pelouse. J'ai dû dire, j'étais l'un des capitaines, avec Bertrand et Dario et autres, mais on a dit, mais les gars, arrêtez à un moment donné, on est déjà dans les vestiaires, on est dans le match. Moi, on ne doit plus écouter ces histoires-là. Voilà, il ne faut plus perturber avec des histoires de... On est venu en tenue, c'est bien, on a fait les photos, tout le monde est venu en coco, on avait les chapeaux et tout, accrochés, on est venu, voilà, avec tout ce qui suit. On est sorti, mais ça insistait, non, gardez encore les tenues, mais on est à 1h30 du match. C'est pas normal. Donc on doit... Ces questions devaient être évacuées. Il y avait des gens autour qui ne pensaient qu'à ça encore. J'ai dû dire... Lever la voix ce jour avec Bertrand, je me rappelle, mais les gars, il faut qu'on arrête maintenant avec ces histoires de tenues. Là, on est déjà dans les vestiaires. Il y a la Mauritanie qui est déjà là. Il faut jouer. C'est le match. C'est le match maintenant. Parce qu'après, c'est qui va primer. On ne va pas dire non, bon, moi, je n'ai pas pu enlever mon habit et autres. Non, ces questions, ça ne devrait plus se poser. Donc voilà, je me dis que c'était de laisser les joueurs avoir l'esprit libre. Avoir l'esprit tranquille pour passer à ça. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé là qu'on a qualifié ça d'indiscipline pour pouvoir recadrer certains joueurs? Parce que l'après-CAN, c'est vrai que vous étiez en train de vous soigner, mais l'après-CAN, ça a encore continué quand même avec des joueurs non convoqués en sélection et les changements de coach et tout. Bon, est-ce que c'est la résultante de tout ce que vous avez vécu peut-être que c'est l'élimination. Après une élimination, il faut tirer des enseignements, situer les responsabilités et, en fin de compte, il faut essayer et décider de ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, les incompétents, essayer de les écarter pour que ça marche. Je me dis que c'est la résultante de l'échec de l'élimination. Ça, c'est le changement de staff. Mais est-ce que le fait que certains capitaines, notamment le numéro 1, Bertrand Traoré, et ses adjoints, avaient été écartés un bout après la CAN, est-ce que c'est de ça qu'il veut parler? Est-ce que c'est tout ce qui s'est passé pendant la CAN, parce que vous avez dit que vous étiez obligé souvent de hausser le ton, est-ce que ça n'a pas été interprété comme de l'indiscipline pour les écarter après? Bon, quand j'ai dit hausser le ton, c'était par rapport, le premier match, avec les histoires des tenues qui ont trimballé et tout, et c'est tout à fait logique. Quand on est déjà arrivé, tout était bon. Finalement, les problèmes des tenues étaient réglés parce qu'il y a eu le tailleur qui était sur place, qui a réglé l'histoire des tenues. Les tenues ont été portées, on est rentré dans le bus, tout le monde content, les photos ont été faites. Et que ça continuait toujours dans les vestiaires, en train de parler de ça, pendant qu'on était déjà dans le match. Ça, c'était le premier match. Ça a été déjà évacué. Mais bon, après, il n'y a plus d'histoire de tenue, à ce que je sache. Donc ça, c'était déjà évacué. Mais si vous parlez d'autres problèmes, voilà, bon, ça, c'est le nouveau staff qui est venu. Bon, je pense que le nouveau staff qui est venu a donné des explications par rapport à nos convocations des capitaines qui étaient là. Bon, je n'étais plus dans l'équipe, je ne saurais exactement. On va justifier cela. Alors, la CAN, c'était également une grosse blessure. On va regarder l'image. Comment vous avez pris cette blessure-là? On va regarder ces images. Après la CAN, on vous a vu en train de partir donc à l'aéroport pour prendre le vol pour l'Espagne pour vous soigner. C'est l'une des rares fois quand même qu'on voit Guira blessé jusqu'à ce niveau. Comment vous avez vécu ces moments?
Bon, moi, déjà sur le terrain, quand je ne croyais pas que c'était c'était fini, que je n'allais plus jouer. Bon, je me rappelle, j'étais pratiquement en footing. Voilà, j'étais en footing, je courais tranquillement et j'entends un son derrière moi, un gros son, comme si, voilà, un coup de hache ou quelqu'un qui m'avait taclé de derrière, tu vois. Donc, du coup, je m'arrête, je regarde de gauche à droite, je vois, mais qui m'a touché? Je vois, il n'y a personne autour. Et je vois que j'ai mal à la cheville un peu, je m'assois directement. J'ai dit, mais il y a quoi qui me touche? Donc, à ce moment, il y a Blati qui vient, il me dit, et il y a quoi, mon gars? J'ai dit, non, il y a l'attaquant il m'a taclé par derrière, l'arbitre, il n'a pas sifflé. Il me dit, non, 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 t'es tombé tout seul, il n'y a personne, personne ne t'a touché. Et s'il vient, il me donne la main, il me dit, ah, lève-toi, mon gars, lève-toi, on va jouer. Donc, il me tire pour me mettre debout, et j'essaie de m'arrêter, et je vois que je ne peux pas m'arrêter. Je vois la jambe qui pend, en fait. Donc, j'ai dit, non, 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 attends, c'est sérieux, je ne peux pas m'arrêter. Et là, je m'assois encore. Tu vois, il me dit, non, mon gars, tu ne peux pas nous abandonner. J'ai dit, non, attends, je vais jouer, attends, tranquille. Donc, je m'assois, j'enlève ma chaussure, je reporte mes crampons. Là, j'essaie de m'appuyer encore sur ma jambe. Je vois, je ne peux pas. Parce que là, avec l'adrénaline et tout, tu ne sens pas. Tu sens pas ce qui se passe. Donc, là, même, je suis même sorti du terrain en boitant. Voilà, en boitant. Donc, c'est là, quand le docteur il est rentré, il a touché, il a fait comme ça. Il a dit, non, non, non. J'ai dit, mais doc, il y a quoi? Il me dit rien. Il dit, non, non, c'est fini, tu ne peux plus jouer. Et c'est là maintenant, quand je suis allé sur le banc, bon, avec la tension du match, les gens ils étaient un peu plus concentrés sur le match. Même moi, j'étais là, je parlais, j'étais concentré sur le match, j'ai mis la glace. Et c'est une fois dans les vestiaires qu'il y a un kiné français qui était parmi nous, Maurice. Ils sont venus et ils ont touché à la jambe. Ils ont dit non, 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 tu ne peux plus, c'est fini, tu as une rupture du tendon d'Achille. Et là, les gens, ils ont commencé à venir tout autour. Ils se disent non, mais ce n'est pas possible. J'ai dit non, bon, c'est la mi-temps, il y a le match. Il faut penser au match, donc rester dans le match. C'est à la mi-temps. C'est à la mi-temps dans les vestiaires. C'est en ce moment qu'on a su que voilà, la blessure était assez sérieuse. Donc, mais bon, avec la tension du match, je pense qu'il y avait déjà, je pense qu'on menait déjà. Voilà, c'était 1-0 à la mi-temps. Donc, il fallait déjà écouter les consignes de coach et tout. Ben, même moi, j'étais à fond derrière l'équipe. Donc, parce qu'en ce moment, j'avais toujours pas mal. Je ne pouvais pas marcher, mais j'avais pas mal. Donc voilà, on a dit, voilà, écouter le discours du coach pour entamer la deuxième période. Mais je savais déjà ce que j'avais. Et bon, mais est-ce que tu savais que c'est toute la CAN qui était terminée à ce moment, pendant la mi-temps? Ben, puisque oui, le docteur a dit, c'est une rupture du tendon d'Achille et c'est fini, tu dois te faire opérer. Et ils ont dit ça directement. Voilà. C'est choquant. Il ne fallait même pas faire une radio parce que dès que tu touchais la jambe, tu voyais qu'il voilà, y avait un trou, le tendon n'était plus là. Ouais. Voilà, donc j'avais pas imaginé un truc comme ça, j'avais pas d'antécédent ni rien. Donc du coup, on savait déjà. Mais bon, on vous a évacué maintenant pour l'Espagne. Est-ce que tout cela a été bien géré? Parce qu'après, on a entendu qu'il n'y a pas eu assez de solidarité de la part de l'équipe dirigeante d'alors envers le joueur blessé que tu étais. Bon, franchement, moi, ça a été bien géré parce que là, j'avais le docteur Serré, qui a été pratiquement à 1 contre 1 avec moi. C'est moi, j'ai souhaité aller en Espagne parce que j'étais déjà sur place et je savais l'expertise. J'ai parlé avec notre kiné directement. Il a dit, oui, non, tranquille, il y a une clinique qui va t'opérer, mais viens le plus rapidement possible. La fédération, ou le ministère directement, ils ont pris mon billet, ils ont dit, ouais, tu veux rentrer en Espagne pour te faire soigner, il n'y a aucun souci, tu rentres en Espagne, tu te fais soigner. Et moi, je ne pensais plus à rien, quoi. J'ai dit, non, bon, directement, je rentre, je me fais soigner. J'ai demandé tout le temps, mais ça va prendre combien de temps? On me dit, ouf, bon, peut-être à 7 à 8 mois sans jouer, quoi. Donc, c'est ce qui était dans ma tête. Je pensais plus à quelque chose. Donc, quand on a dit 7 à 8 mois, vous avez dit c'est plus la peine de jouer ou pourquoi vous avez arrêté finalement votre carrière? Non, à ce moment, je n'ai pas pensé que je ne veux plus jouer. Bon, ils ont dit 7 à 8 mois, j'ai dit bon, c'est quand même long, mais bon, parce que déjà avant la CAN, j'avais annoncé que je n'allais plus être en sélection. Voilà, mais je pensais, parce que j'avais même eu quelques offres en Chine à l'époque, je pensais quand même continuer à jouer. Voilà, mais quand ils ont dit ça, je me connais, j'ai déjà eu une opération au genou, du ménisque quand j'étais au Danemark, je suis revenu, j'ai joué, j'ai pas eu de soucis. Et donc, du coup, je pensais juste à ce que l'opération se passe bien et tranquille, quoi.
Bon, c'est au cours de la convalescence, peut-être, comme je disais tantôt en début. Vous avez découvert une autre vie je et me vous suis avez dit, décidé d'arrêter. Ouf, peut-être que ça va être difficile de revenir encore. Et puis, bon, j'étais un peu sollicité aussi de gauche à droite par d'autres boîtes, même en Espagne, pour déjà passer à autre chose. Pour la reconversion. Voilà, pour la reconversion. Alors, on va parler de la reconversion dans un instant. On va vous permettre d'analyser avec nous l'année. Là, on a quand même parlé de 2024, hein, mine de rien, en quelques minutes. On va parler de 2025 juste après ces perspectives dressées pour vous dans cet élément. 2025, une année charnière pour le sport burkinabé, avec de grands rendez-vous à honorer, des infrastructures à bâtir, des fédérations à restructurer ou à dynamiser. La nouvelle année s'annonce avec beaucoup de défis pour le monde du sport. Au football, l'équipe du Chan sera la première à défendre les couleurs nationales sur l'échiquier continental cette année. Après sa brillante qualification à Bamako, l'équipe A-Prime devra confirmer en Ouganda, Kenya et Tanzanie en février prochain lors du championnat d'Afrique des Nations 2025. Le Burkina n'a jamais franchi les phases de groupe de cette compétition dédiée aux joueurs évoluant dans leur championnat local. Les étalons A-Prime ont donc un gros défi à relever. Chez les A, la grande attraction sera sans doute la CAN au Maroc. Après l'échec de l'expédition ivoirienne, les étalons tenteront en 2025 d'offrir au Burkina sa toute première étoile continentale. Avant ce grand rendez-vous, Brahma Traoré et ses hommes seront attendus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale féminine, elle, devra batailler pour se qualifier à la Coupe d'Afrique de sa catégorie. Le championnat local attend le dénouement de son exercice en cours. Avec une grosse interrogation, l'AS Douane de Kamou-Malo pourra-t-elle faire un troisième succès de suite? La réponse est attendue et les représentants du Burkina en campagne africaine devront eux aussi faire mieux que les saisons précédentes. Le monde de la petite reine qui a terminé l'année 2024 dans une grosse embrouille avec l'Union cycliste internationale est attendu pour le dénouement de sa prise de bec avec l'instance mondiale. Le Tour du Faso 2025 donnera les réponses claires à cette situation. Les étalons cyclistes sortis d'une année mitigée devront faire mieux en 2025 lors du Tour du Faso, mais aussi lors des rendez-vous sur le continent. Le challenge continental reste le même pour presque toutes les disciplines sportives burkinabées. Les bureaux exécutifs des fédérations renouvelés en 2024 ont donc fort à faire pour offrir médailles et victoires au Burkina. L'ambassadeur pour le sport, nommé également en fin d'année 2024 par le président du Faso, aura la lourde tâche de mettre tout cela en musique pour que le sport joue sa partition dans le rayonnement de Burkina. La question infrastructurelle qui se pose avec acuité au monde du sport connaîtra sans doute un début de réponse en 2025 avec l'inauguration d'un nouveau stade à Bobo-Dioulasso annoncé pour la fin de l'année et les travaux du stade du Katoud dont la réouverture n'a pour le moment aucune date officielle. Voilà, monsieur, c'est pas tout, mais c'est quand même quelques grands rendez-vous rassemblés donc, dans cet élément pour attaquer l'année 2025 qui semble, Adama Guira, avec beaucoup de compétitions. On va commencer déjà avec le CHAN, après il y aura les éliminatoires pour l'équipe nationale féminine. Vous êtes plus football, on va s'attarder un peu d'abord sur le football. Après, il y aura les petites catégories, après il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un calendrier chargé quand même pour 2025. Comment vous voyez tout cela? Bon, déjà, c'est le CHAN. On s'est qualifié vaillamment, je dirais. Donc, déjà, nous avons le premier trophée à portée de main, c'est dans le mois de février. Je vois que l'équipe est déjà en pleine préparation, ce qui est une très bonne chose. Donc, il faut déjà penser à remporter cette coupe. Je pense que c'est pas utopique, c'est pas utopique. Okay. Déjà, il faut commencer à Est-ce que vous savez que le Burkina n'a jamais franchi quand même les phases de groupe du CHAN? Et voilà, il y a une première à toute chose. Donc, déjà, il faut que l'équipe continue de surfer sur cette qualification qu'elle a acquise. Donc, elle a le moral au top. Il faut qu'on garde
ce feu allumé. Voilà. Donc, mais cette victoire, je pense qu'elle a été arrachée contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire de manière un peu héroïque, par un sursaut d'orgueil. Okay. Voilà, alors que, vous saviez que c'était faisable parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, le Burkina avait perdu d'abord au match aller 2-0 contre les éléphants à Prime, avant d'aller s'imposer 2-0 également à Bamako et s'imposer au tir au but. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Pour moi, c'est un sursaut d'orgueil qui gagne ce match. Okay. Voilà, donc, mais il ne faut pas négliger aussi le discours du coach, bien entendu, parce que c'est ça qui a amené à ces garçons la révolte. Bon, alors que le plus souvent en football, une victoire qui s'obtient par un sursaut d'orgueil est souvent éphémère. Okay. Donc là maintenant, il faut que le staff technique arrive à mettre en place quelque chose de durable. C'est une compétition à partir de maintenant pour pouvoir gagner les matchs de manière voilà, technico-tactique avec tout ce qui suit, avec tous les ingrédients footballistiques parlant. Qu'est-ce qu'il faut revoir quand vous regardez cette équipe-là? Qu'est-ce qu'il faut revoir là-dedans? Parce que quand même, Adama Guirassy est réputé être l'un des meilleurs analystes pendant qu'il jouait à terme donc, de compte-rendu de match et d'analyse de match. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, moi je dirais, comme je le disais au début, il faut penser à remporter cette coupe. En faisant quoi? Dans le groupe, vous avez dit qu'on s'est imposé par un sursaut d'orgueil et ça peut être éphémère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit des victoires bien bâties? Voilà, déjà, je pense que le CHAN cette année, si je ne m'abuse, est ouvert à tous les joueurs qui jouent sur le continent africain. Non, oui. Non. Les éliminatoires, en tout cas, pour le moment, les éliminatoires, ça ne faisait pas partie. Mais la phase finale, on pourra permettre. Voilà, et ça, c'est un élément à prendre en compte et c'est très, très important. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, je vais dire, bien entendu, qu'il faut penser aux joueurs qui jouent hors du championnat burkinabé. Même des joueurs de l'équipe A? Oui, pour renforcer cette équipe A. Et seulement, peut-être, il faut laisser quelques-uns. Je prendrai peut-être l'exemple d'Ayo ou Blati, qui sont les plus capés, c'est vrai qu'ils jouent sur le continent, et aussi, ils ont atteint, ce sont les trentenaires. Voilà, ils sont en pleine compétition dans leur club. Donc, eux, il faut les laisser pour l'équipe A. Voilà, pour l'équipe A peut-être. Mais il y a beaucoup quand même qui peuvent renforcer cette équipe. C'est à l'entraîneur de faire son choix. Il y en a plein. Voilà. Alors, le CHAN, la Coupe d'Afrique, la compétition les éliminatoires de la CAN féminine 2025, vous attendez à quoi de la part des étalons? On va commencer par vous, Zio. Non, d'abord, comme Gira l'a dit, c'est de tout faire pour faire mieux que l'année précédente. On est compétiteur et c'est surtout... Le CHAN passé, on n'était même pas qualifié. Donc là, on a déjà fait mieux que... On a déjà fait une satisfaction, mais c'est aussi tout faire pour rehausser le niveau au niveau à l'international. Parce que c'est une année aussi qui est un peu une année charnière, parce que 2025, hormis la CAN, il n'y a pas de véritable phase finale en tant que telle. Mais pour nous, au niveau du Burkina Faso, c'est des défis sur tous les chantiers sur lesquels nous serons appelés à compétir. Nous devons penser à ramener la victoire. Donc déjà, le CHAN ouvre le bal le 1er février. On ne connaît pas, c'est vrai, pour le moment, les adversaires du Burkina Faso. Mais c'est de viser déjà loin. Voilà, c'est de viser déjà loin, être de retour autour du 1er ou 2 mars et non chercher à aller faire la phase de poule et revenir et s'orgueillir d'être sorti des phases de poule et puis rentrer. Non, on doit viser la coupe directement, quitte à ce qu'on ne l'obtienne pas, mais on se saura donner des ambitions. Vous êtes d'accord avec Guirassy qu'il faut revoir le groupe en amenant des joueurs qui jouent dans d'autres championnats d'Afrique? Oui, je pense qu'il y a une des émissions ici, j'avais dit qu'il faut indéniablement que le groupe soit étoffé. Oui. Voilà, il faut que le groupe soit étoffé parce que le groupe qu'on a vu, la compétition va monter d'un cran et on sera sur un rythme un peu de la CAN. Voilà, on va jouer tous les 3 jours, hormis le fait que c'est les joueurs qui évoluent sur le continent. Quand vous prenez l'organisation au niveau de la CAF, c'est comme une CAN bis.
Donc, si on ne se met pas dans la disposition de jouer une CAN et qu'on dévalorise le CHAN, je pense qu'on aura nos yeux que pour pleurer et on va revenir ici bredouille. Mais si on prend cette compétition très au sérieux et qu'on vise le plus loin possible, voilà, et en se faisant surtout plaisir, Guira est là, en tant que compétiteur, on ne doit pas se mettre la pression. Je pense que on est des professionnels, on vient pour gagner, mais il faut se vider l'esprit et chercher à tout faire pour performer. Parce que lorsque souvent on se met la pression, on sous-performe et en ce moment on déjoue et on dénature un peu notre jeu. Donc ça fait que les résultats risquent de ne pas être, les attentes risquent de ne pas répondre à ce que le peuple burkinabé veut. Ensuite, nous aurons le football féminin. Je pense que ça, c'est les éliminatoires. Voilà, il faut relever aussi ce défi parce que il y a loupé la dernière édition auquel les étalons ont participé. Depuis la première participation historique, on n'y est plus allé. Et on l'avait dit, on l'avait interpellé en son temps, on a dit le problème ce n'est pas de faire, c'est de pouvoir refaire. Parce qu'aujourd'hui, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest de l'UFOAB, le Burkina, hormis le Ghana et le Nigeria, le Burkina est la troisième nation qui intervient un peu dans cette zone B. Donc, lorsqu'on veut développer le football féminin, c'est d'être au grand rendez-vous. Et être au grand rendez-vous, c'est être forcément à la CAN. Voilà. Au-delà de la CAN également, on a d'autres compétitions. Il y a la CAN des A, on va en parler dans un instant, qui est à cheval entre 2025 et 2026. On va en parler en fin d'émission. Mais il y a également le Tour du Faso qui, quand même, s'est terminé l'année passée avec beaucoup d'inquiétudes. Comment vous voyez 2025 dans le monde de la petite reine? Non, je pense que c'est l'édition vécue cette année était vraiment une piqûre de rappel. Parce que je pense que les deux voire trois dernières éditions, les étalons surfaient sur une certaine dynamique de maillot jaune avec Paul Demont. Bon, l'absence de Paul n'a pas totalement dépeuplé le peuple, les étalons cyclistes, mais je pense que le niveau s'est énormément élevé et c'est aux étalons cette année de comprendre que ça va s'élever davantage. Et 2025 leur doit leur donner l'occasion de changer de fusil d'épaule parce que les coureurs ont décrié la préparation, on a décrié le matériel qui n'était pas adéquat. Mais tout ça, ça doit être des leçons pour lesquelles on doit pouvoir s'inspirer pour relever le défi. On ne doit plus être dans une dynamique d'essayer de faire. Donc je pense qu'actuellement, nous devons être dans une dynamique où nous devons travailler, à titiller, à chercher l'excellence plutôt que dans une dynamique chaque année on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Non, la rupture. Allons chercher l'excellence. Si on vous a compris. Voilà. Alors, Bassalia, au-delà du terrain, il y a également les infrastructures qui, en 2025, quand même, ça fera partie des défis ou pas? Je pense que c'est le plus grand défi actuellement au Burkina Faso ici, finir la construction, ou je dirais la réhabilitation du stade du 4 août parce que ça fera bientôt 4 ans et pourquoi pas 5 ans. Si on décernait un Guinness Record pour ça, je pense qu'on allait prendre ça, on allait le remporter parce que je me rappelle, j'étais toujours à l'école, je n'avais même pas encore fini, et je n'avais pas encore soutenu la licence. J'ai fini ça jusqu'à présent. J'ai suivi même le dernier match au stade du 4 août. Et on nous a promis qu'en 2 ans, la réhabilitation allait être effective. Et là, on a fini, on a bientôt 4 ans, on rentre dans 5 ans maintenant. La réhabilitation n'est pas encore effective. Déjà, je salue l'initiative présidentielle, voilà, qui a décidé, le président du FASO qui a décidé d'octroyer environ 4 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas, dans l'optique de terminer la réhabilitation avec aussi la pelouse qui est tarifaire. Je pense qu'il va falloir que l'entreprise qui est chargée, les différentes parties chargées de réhabiliter ce stade-là, se mettent au sérieux et travaillent et fassent de telle sorte qu'on puisse avoir le stade. Parce qu'aujourd'hui, c'est le stade du 4 août. Donc, ce que vous demandez, c'est un coup de pression. Un coup de pression, oui, un coup de pression. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas, le 12e homme joue un rôle important dans le football. Et j'avoue
j'avoue et j'assume, si les Faux ou l'AS Douanes avaient joué leur match, par exemple, de qualif durant de campagne africaine à domicile, ça allait beaucoup les aider. Et même si les étalons aussi, il y a certains matchs qui ont joué à domicile aussi, ça allait beaucoup aussi apporter un peu de solidarité, de la dynamisme au sein de l'effectif. Donc je pense qu'il va falloir que le stade du 4 août, on ne doit pas rentrer en 2026 sans le stade du 4 août. Okay. Alors Adama Guira, comment vous avez vécu tout cela, l'absence du stade du 4 août? Vous avez connu le stade du 4 août, entre-temps vous l'avez perdu. Vous avez des jeunes frères aujourd'hui en sélection A qui n'ont pour le moment pas goûté à la ferveur du stade du 4 août. Comment vous avez vécu tout cela? Ouais, je pense que, je ne sais pas si Dango a déjà joué en A au stade du 4 août. Pas encore. C'est quand même bon, c'est ce qui est là, donc c'est dommage, tout le monde l'a dit. Mais bon, espérons que les choses rentrent très rapidement dans l'ordre. Voilà, et comme Bassali l'a dit, on aurait pu peut-être se qualifier pour un mondial si on jouait chez nous à domicile. Quel mondial? Le match que nous jouons par exemple en Algérie, on fait 2-2. Je pense que si c'est ici, on peut gagner. Le public, c'est un booster. Le public, c'est un booster. Et au stade du 4 août, on a rarement perdu. C'est quand même très, très important. Voilà, donc une équipe qui joue 4 années, je me rappelle, hors de son pays, c'est pas facile. Voilà, et tu joues pratiquement tout le temps à l'extérieur. Donc c'est un facteur très défavorisant. Voilà, donc vivement que tout... Vous avez assisté quand même à la pause de la première période d'un stade du côté de Bobo-Dioulasso. Est-ce que ce n'est pas des premières bonnes nouvelles? Voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est avec fierté et que nous assistons à des événements pareils. Donc c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons qu'il y ait encore beaucoup de poses de premières pierres et surtout d'exécution afin que nous puissions vraiment commencer à jouir de ces infrastructures et à donner de bons résultats. Alors 2025, ça sera également la réorganisation autour du football avec la nomination de Charles Caboret comme ambassadeur pour le sport. Comment vous avez pris cela et comment vous voyez son travail? Qu'est-ce que vous attendez pour cette année? Bon, déjà, je pense que quand le chef de l'État, son Excellence, a reçu l'équipe la dernière fois, après, je sais pas, le match du Malawi, il a parlé d'un percuteur. C'est vrai, c'est un terme assez militaire, mais ça se comprend aisément. Par ce qu'il a voulu dire, je suis tout à fait d'accord, parce qu'à un moment donné, tu vois l'équipe un peu amorphe. Donc, il faut des gens, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ou ça peut être une énergie positive qui se dégage pour tirer le groupe vers le haut. Donc, cette nomination, déjà, c'est un ancien de la boîte, plus de 100 sélections, c'est quand même c'est honorifique, ça fait plaisir et ça va donner encore plus d'énergie aux jeunes qui sont en train de monter, de se donner pour ce drapeau parce qu'on sait qu'à la fin, ce pays ne t'oublie pas, il ne t'abandonne pas. Donc c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli cela et qu'on espère que ça va vraiment apporter quelque chose pour le sport burkinabé. Alors, monsieur, très rapidement, d'autres disciplines, on a parlé du cyclisme, du football. Qu'est-ce que vous voyez en 2025 pour le sport burkinabé, juste Efremzio? Non, comme je l'ai dit, c'est une année qui est un peu une année de transition parce que dans les grandes disciplines, hormis le football, on a l'athlétisme. C'est vrai que bientôt on aura le regret d'annoncer que Fabrice va se retirer. Il faut qu'on commence à réfléchir. 2026 quand même, il ne faut pas mettre la pression sur comme je l'ai Fabrice. dit, c'est une année de transition, mais c'est une année aussi de Coupe du Monde d'athlétisme pour lui. Et voilà, on espère qu'il va sortir par la grande porte. Voilà, parce que c'est le champion du monde de la discipline qui va conserver cette médaille d'or-là. Parce que l'échec à Paris 2024... Vous lui conseillez de répartir, mettre son titre en jeu au mondial d'athlétisme ou c'est mieux d'arrêter? Non, puisqu'il arrête en 2026 et 2025... Mais il peut quand même sauter les oui, mais championnats. Nous souhaitons qu'il gomme l'échec de Paris 2024 avec ce titre-là parce que le titre olympique tenait à cœur tous les Burkinabés et quelque part ça pourra nous permettre d'essuyer nos larmes avec cette médaille d'or-là. Il sera l'une des rares fois où on aura un Africain, un Burkinabé, double médaillé d'or de la discipline. Déjà double médaille d'or, peut-être triple maintenant parce que non, ça voit déjà.
Non, pas champion du monde. Médaille d'or. Oui, il est double champion du monde. Voilà. Alors, il a la médaille, mais cette fois, il aura le trophée, mais il va le conserver et ça sera une grande fierté. Donc, c'est un des athlètes à regarder pour 2025. Alors, Adama Guira, on est presque en fin d'émission. On aimerait quand même vous entendre sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir du côté du Maroc. Les Salons sont qualifiés. Comment vous voyez cette CAN pour l'équipe nationale du Burkina? Bon, demain se prépare aujourd'hui. Tout réside dans la préparation. Donc déjà, il faut commencer à mettre les bases. Nous savons où va se dérouler la compétition. C'est un pays quand même que vous connaissez bien. Voilà, donc disons que c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore le tirage au sort. Mais déjà, on sait que le tournoi se tiendra au Maroc. Donc il faut commencer à avoir un plan clair établi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller et commencer à planifier. Voilà, dès qu'on a une bonne planification, une bonne organisation, on peut avoir un bon tournoi. Donc, alors, en termes de jeu, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour aller remporter la CAN? Parce que c'est tout ce que le public souhaite. Ouais. Est-ce qu'il manque à l'équipe Zio Bassalia? Oui, moi je pense que oui, parce qu'on n'a pas encore trouvé véritablement quelqu'un qui peut peut-être faire l'affaire. Comme c'est vrai qu'après on a découvert Sacha Bansé qui est là, mais n'oublions pas aussi que Blati Touré est aussi un peu vieillissant, donc du coup à un moment donné lui aussi il va raccrocher le crampon. Donc vous imaginez Blati qui n'est pas là, même s'il est vieux, mais malgré son expérience il apportait toujours quelque chose à l'équipe nationale, comme je le sais. Donc vous le dites que sa blessure a handicapé les stars à la CAN? Oui, naturellement parce que déjà avec la liste on a décrié l'absence de certains joueurs. Et vous imaginez, vous partez à la CAN et votre unique et seul milieu défensif sur lequel vous comptez est blessé à la deuxième journée. Donc c'est véritablement un coup dur. Donc je pense qu'il a naturellement manqué à l'équipe. Et c'est pas, je peux dire aussi que c'est parce qu'après sa sortie, ça a un peu cassé le rythme du match et l'Algérie a pu se frayer quelques occasions, même si j'avoue que c'est nous, on a mal négocié la victoire parce qu'elle était à notre portée. Alors, Adama Guira, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner la CAN? Vous avez parlé de l'organisation. Oui. Au-delà de l'organisation, est-ce que l'équipe des Étalons aujourd'hui, quand vous voyez cette équipe jouer, c'est une équipe qui peut ramener la CAN? Vous savez, c'est un nouveau staff qui est en place. C'est au staff technique de trouver les voies et les moyens. En faisant quoi? Bon, déjà, le footballeur, il change. Le footballeur d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Donc, vous voulez nous dire qu'il faut appeler l'homme en forme du moment? Non, je ne veux pas parler de cela. En fait, le staff technique joue un rôle très important au football d'aujourd'hui. Et ils le savent. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas. L'entraîneur, avant, il venait, il avait un sifflet, il siffle 2 camps et ça joue. Mais maintenant, le joueur, il est un peu robotisé. Il obéit à un certain ordre technico-tactique. Si cela n'est pas... le juste milieu n'est pas trouvé, ben... toute l'équipe peut prendre le décor. Adama Guira, en français facile. Facile. Qu'est-ce qu'on doit faire pour emporter cette CAN? C'est le staff qui le sait. C'est pas... Moi, je ne saurais le dire. Peut-être qu'il a compris. J'ai l'impression. Et qu'il faut dire que... Il veut dire que quand on est coach, on doit penser à... On doit savoir utiliser ces joueurs en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est le donc on a les joueurs, mais il faut savoir les utiliser. Et le deuxième aspect aussi, il veut parler aussi du coaching, de la tactique. Exactement. Par rapport aux adversaires. Alors Adama Guira, on est en fin d'émission, on a quelques questions de nos internautes pour vous, on va vous les poser. Je voulais poser une question très rapidement. Vous suivez l'actualité des internationaux burkinabés, par exemple, il y a Hervé Kofi qui a le RC Lens et il ne jouait pas, il a joué en Coupe de France. Et là, son concurrent direct, Brice Samba, devait partir. Et les dernières nouvelles disent que Samba ne part plus, il doit rester. Et si vous avez Kofi en face. Vous avez joué quand même dans ce club. RC Lens, si vous l'avez en face, parce qu'il y a un gardien titulaire d'une équipe nationale, vous le conseillez de partir ou bien de rester? Non, bon, déjà, en fait, c'est pas aussi facile de prendre une décision. Il y a le contrat qu'il faut respecter. Mais il y a l'aspect sportif qui est le plus important. Voilà, il y a l'aspect sportif. Mais bon, si Samba parte ou qu'il ne parte pas, bon, Kofi, personnellement, il n'a pas son mot à dire. Il est là, il attend sa chance. Peut-être que quand il venait, c'était prévu que Samba il parte. Il n'est pas parti, il est là. Ben, le contrat il est signé. Il doit être là, il doit se battre.
Est-ce que c'est un bon sa choix place. de partir à RC Lens? Vous connaissez, vous avez joué à Ouais, RC Lens? c'est ce que je disais au début. Peut-être qu'on l'avait promis qu'il allait être le portier titulaire et que Ok. Samba il était en partance. Donc, vous lui dites quoi? En un mot comme conseil? Ben, qu'il continue de s'entraîner, se battre Arracher sa place. Et attendre son opportunité. Alors, très rapidement. Oui, je complète celle des auditeurs, des téléspectateurs. On a vu Guira terminer avec des cours d'entraîneur ici, donnés aux anciens internationaux. Est-ce à dire que c'est juste pour se cultiver ou bien c'est pour embrasser la carrière d'entraîneur lorsqu'on sait que quand tu étais déjà sur le terrain, tu avais déjà l'œil de l'entraîneur? Bon, ouais, pour l'instant, on se forme. Malheureusement, on ne peut pas être entraîneur sans les diplômes, donc nous essayons de... Mais est-ce que c'est un projet? Ça peut être possible, oui. La reconversion de Guira, c'est quoi? Parce que là, on a en fait, la carrière s'est terminée, vous avez mis fin à votre carrière de footballeur. On suppose que vous êtes en train de préparer la reconversion. C'est quoi? Voilà, bon, pour l'instant, comme il a souligné, j'ai fait le diplôme d'entraîneur. Et du côté de l'Espagne aussi, je prends des cours, je fais l'université en ligne, comme je le soulignais. Pour devenir coach? Bon, je fais un peu de l'interprétariat dans les langues. Pour devenir coach, bon, ça aussi, je le fais, mais je ne dirais pas que je deviendrai automatiquement coach ou autre chose. Mais vous avez quand même un projet de reconversion. Voilà, je suis dans d'autres projets aussi sportifs. C'est quoi ces Voilà, projets-là? de représentation d'agences, des droits sportifs des joueurs, par exemple. Je suis avec des Espagnols dans ce projet et nous travaillons dans ce sens aussi. De droits sportifs, en clair, ça veut dire quoi? En clair, bon, je suis dans une boîte d'agence de joueurs. Donc vous placez les joueurs en Europe? Nous essayons. Voilà. Parce qu'on a vu quand même Guira, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais on l'a très souvent vu amener des joueurs quand même, amener des joueurs en Europe, même étant en activité. On suppose que c'est un projet qui va continuer. Voilà, un peu ça, oui. Alors Guira, très rapidement, on a les questions. Vous êtes en fin de carrière, vous ne pouvez plus jouer au ballon. Alors Guira, quelques questions de nos internautes avant de vous proposer quelques images sur lesquelles vous allez donner vos mots. Quelles sont vos ambitions après avoir raccroché les crampons? C'est la question de Adama Sidibé. Très rapidement. Oui, les ambitions, comme je l'ai dit, déjà, moi pour l'instant, je suis en train de me former dans beaucoup de domaines. Il faut beaucoup apprendre. Donc, j'apprends, j'essaie de me cultiver au maximum et après, on verra. Alors, quelles sont les erreurs que vous avez commises quand vous étiez sur le terrain et que vous aimeriez que vos jeunes frères ne commettent pas? C'est la question de Youmous Diallo. Quand j'étais sur le terrain, bon, je dirais que les erreurs, c'est plutôt les choix de club. Il faut faire très, très attention. Voilà, il faut faire très, très... Je pense que si je peux dire que je regrette un peu une étape de ma carrière, c'est d'être parti très tôt de Lens. Okay, voilà, j'aurais pu rester. J'avais un contrat de 3 ans, mais au bout d'une année, j'ai demandé à partir. Donc c'est pour dire à Kofi de rester un peu? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Alors Guira, il y a Boris Sommet qui nous demande quelle est votre meilleure année footballistique? Je dirais que c'était en 2016 au Danemark, où on finit deuxième, on joue Europa League, où j'étais pratiquement le meilleur joueur de mon club. Et où c'est d'ailleurs en cette année que j'ai signé à Lens. Je dirais que c'est le plus beau souvenir, la meilleure année footballistique que j'ai eue. On a fait plein de matchs européens et c'était magnifique. Oui, c'est ça. Alors, il y a une dernière question. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les clubs bobolais? Bon, pour les clubs bobolais... Parce qu'il faut rappeler que vous avez grandi avec le RCB. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, pour les clubs bobolais, je ne dirais pas que je prévois quelque chose pour les clubs bobolais. Je prévois, nous sommes en plein ciblage avec des Espagnols. On a un projet et que j'aimerais que la base de ce projet soit vraiment sur Bobo. C'est pourquoi exporter les joueurs? Bon, oui, un peu dans ce sens, voilà, si on peut le dire comme ça. Ça sera quand? Nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de travailler au montage du projet. Vous allez venir nous en parler? Voilà. Alors, on va regarder quelques images très rapidement. Adama Guira, on va regarder très rapidement la première image avec la complicité de la régie, dirigée ce soir par Edmond Cossé. On va regarder une image de Adama Guira. Adama Guira, est-ce que vous vous rappelez ces images? Oui, je pense que c'était au Togo.
Parce que là, c'était le match retour. On avait gagné au Maroc 1-0 et le retour c'était à Lomé. Et on avait changé de système, on jouait à 3. C'est d'ailleurs, il était suspendu et c'était le premier match de Nagalo. Donc déjà, à 3, c'est différent d'être à 4. Donc j'étais en train de le conseiller un peu par rapport à ce qu'il fallait faire. Voilà. Est-ce que c'est ça aussi le rôle des anciens dans un groupe? Voilà, c'était très important. Oui, c'est aussi un des rôles que j'ai joué dans cette équipe. On va terminer avec l'image de Sacha Bansé très rapidement. Est-ce que vous pensez que il peut être l'un de vos successeurs au milieu de terrain? Bon, je dirais Sacha, bon, c'est très très bon joueur, il a un bon coffre. Je ne dirais pas trop que nous avons le même profil, selon moi. Hein. Donc, bon, après les entraîneurs vont juger. Je le trouve un peu plus... 8. Voilà, un peu plus 8. Il dézone trop, il est un peu dans l'activité. Il n'est pas... Bon, c'est très important pour l'équipe, hein, il dégage beaucoup d'énergie, mais je ne pense pas que nous avons exactement le même profil. Donc il faut un 6 pour la sélection avant la CAN? Bon, chaque entraîneur définit sa manière de jouer. Mais quand vous regardez les talons, est-ce oui. qu'il faut un 6? Et c'est urgent de trouver un 6 avant la CAN? Il y en a déjà, il y a plein, il y a Sacha, il y a Sempore, il y a... Sacha, vous nous avez dit que c'est un 8. Bon, ça dépend de comment c'est que l'entraîneur veut donner sur le terrain, oui, c'est clair, oui. Alors, merci beaucoup à vous, Adama Guira. On espère, on n'a pas pu épuiser les questions de nos internautes, on va s'en excuser. On va vous les reconduire prochainement. Si vous êtes à Ouagadougou, passez nous rendre visite pour répondre aux autres questions. C'est tout, mesdames et messieurs, donc pour ce premier numéro de votre émission Sport Zone. On espère que vous avez pris du plaisir. On vous souhaite une fois de plus encore bonne et heureuse année 2025. See you another day. On se dit au revoir avec le bonus comme d'habitude.